Bon, bah, nous essayons. Oui. Voilà, c'était une très belle occasion de voir le film ou de le revoir dans une copie 35 mm. Et c'est vrai que, comme les couleurs sont en place et que la copie est belle, la poussière se mélange, ou la neige se mélange au grain de la pellicule, et c'est vrai que ça donne une sensation, une impression absolument rare. Peut-être pour commencer, Patrick, vous pourriez rappeler quel a été en 56. En 56, on va revenir sur le parcours de Richard Brooks et comment il en arrive à faire ce film. Mais pour le dire d'un mot, en 1956, il sort d'un très grand succès, qui est Blackboard Jungle, donc Graines de violence. Et ça, c'est le film qu'il fait ensuite. Et est-ce que vous pouvez raconter comment ce film a été reçu aux États-Unis? Comme je vous disais un peu avant le début du film, il a été très mal reçu parce que c'est un film qui met le doigt là où ça fait mal, c'est-à-dire sur le massacre des bisons et en même temps sur celui des Indiens. Ce qu'il ne faut pas oublier, il y a un carton générique qui le rappelle, il y avait au début pratiquement des millions de bisons. Et les bisons ont été anéantis par les Blancs pour plusieurs raisons. Alors que les bisons, ça aussi je me rappelle, le bison il sert à tout pour les Indiens. Ils mangent, ça sert à faire les tipis, leurs tentes, ça sert à faire leurs canaux, tout est utilisé dans le bison. C'est-à-dire que pour les Blancs, la seule chose à quoi le bison sert, c'est la langue. On coupait la langue du bison et on la vendait dans les restaurants chics de San Francisco. Donc d'une part, on tuait le bison pour les Indiens, c'est indispensable, de l'autre côté, on tuait uniquement pour sa langue. Et la peau. Et pour vendre la peau. Et la peau, oui, la peau, un peu, enfin, mais surtout la langue, en fait. Ce qui dit dans le film, $2 la peau. Oui, c'est ça, c'est la langue. Et on sait très bien que les gens riches, et d'ailleurs, je crois le tsar, le prince de Galles, etc., prenaient des trains dans le Far West, qui passaient dans les domaines où il y avait des bisons, et tiraient les bisons du train avec une Winchester ou un Springfield, comme ça, pour s'amuser. C'était le massacre des bisons. Donc ça a été l'hécatombe complète. Alors en plus, pour l'armée, se débarrasser du bison, c'était se débarrasser des Indiens. Parce que quand on tuait les bisons, eh ben, on affamait les Indiens. Donc on se débarrassait d'eux de cette manière. Et le film, dans ce domaine-là, est très très douloureux, parce que quand vous voyez la réserve indienne, à la fin, c'est terrible. Vous avez pratiquement des squelettes noirs, noirâtres, ils auraient rien à bouffer, ils auraient dû à manger une mule, c'est terrible. On voit ce qu'est l'anéantissement physique de la race indienne. Ça, on le voit beaucoup plus que dans d'autres films. Il y a des films qui parlent, en effet, de l'anéantissement des Indiens, aussi bien dans les films de série B, les chaînes de John Ford, nous savons très bien. Mais là, en fait, on le voit. S'il n'y a pas de grandiloquence, il n'y a pas un grand discours dessus, mais on voit physiquement, visuellement, ce qui reste des Indiens. Mais il reste pratiquement rien. Aujourd'hui, on sait très bien qu'ils sont réduits à vendre des jolis clichés et à se saouler malheureusement avec l'argent qui leur a servi à vendre ces jolis clichés. Et puis ça a été en effet un génocide complet. Ça, le film le montre. Il y a peu de films qui le montrent aussi, je trouve, allusivement, aussi précisément. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, c'est un paradoxe, mais ça tombe bien, que ce film qui montre les méfaits de la chasse, pas justement aujourd'hui, où les chasseurs sont en train de manifester. Ça tombe bien. C'est pas voulu, mais ça tombe bien. Mais effectivement, le film est à la fois implacable dans sa représentation du massacre des bisons.
en utilisant des images contemporaines, et en même temps, il est limpide sur la position qui est la sienne par rapport à ce massacre. Sans doute est-ce une des raisons pour lesquelles aux États-Unis le film a été si mal reçu, c'est-à-dire vu par très peu de monde, c'est-à-dire que c'est un film de Metro-Goldwyn-Mayer et Dixit Richard Brooks, le film est un bid commercial. Et on sait qu'aux États-Unis, pour un cinéaste américain, comme dirait encore Richard Brooks, si vous faites un bid aux États-Unis, c'est comme si vous aviez le cancer. Oui. C'est-à-dire le film a été au départ très bien distribué parce que c'est la Metro-Goldwyn-Mayer, c'est un film en scope couleur, nous sommes en 56, le scope existe depuis 3 ans, vous avez 2 acteurs connus que sont Stuart Ranger et Robert Taylor, qui avaient joué d'ailleurs 2 ans plus tôt dans le très beau film de Richard Thorpe, qui est La Perle Noire, c'est un film d'aventure où c'était inversé, le méchant était, enfin, relativement méchant, était joué par Stuart Ranger. Oui, le film est un film qui est terrifiant parce que cette mort du bison, alors là, c'est pas des images de. Enfin, à l'époque, il n'y avait pas d'images de synthèse, mais ce ne sont pas des images de synthèse, ce sont de vrais bisons qui se font tuer sous nos yeux. Alors, ils ne sont naturellement pas tués par les acteurs, puisque c'est un choc contre choc, mais ils sont tués, comme on le voit au générique, par des types qui sont chargés chaque année d'éliminer les bisons de Tarantro, alors qu'il en reste pratiquement déjà plus. Et en effet, l'Amérique, les Américains qui vont au cinéma, peut-être pour se distraire, là, un film, c'est pas un film follement drôle. Et en plus, au second plan, pour les gens qui veulent réfléchir un tout petit peu, derrière, il est évident que derrière le massacre des bisons, c'est le massacre des Indiens. Ça, donc, pour le spectateur américain, soit il est confronté en quelque sorte à une culpabilité historique, soit on vient contester ce qui est un grand principe américain, qui est le principe de la chasse. C'est-à-dire que des deux côtés, d'une certaine manière, le film s'en prend au spectateur américain dans ce qui le fonde, quoi, tant historiquement que dans sa pratique quotidienne. Et il montre le Far West sous un jour qui est souvent moins idyllique que dans d'autres films. On voit ce qui s'est passé réellement, l'anéantissement des bisons et, en fait, pratiquement, l'anéantissement des Indiens. Et d'ailleurs, sans arrêt, le personnage que joue Robert Taylor joue en fait sur le plaisir. Il a passé son temps à tuer pour l'armée des Indiens pendant la guerre. Il prend la l'habitude de tuer, on le récompensait pour tuer. Et ben là, on va le récompenser en donnant de l'argent en vendant les peaux pour tuer les bisons. Il y a en fait une correspondance totale entre la mort des bisons et la mort des Indiens. Ce qui n'a plus que gêné certainement le spectateur de l'époque. Et puis aussi Robert Taylor dans un rôle... Parce que quelle était l'image de Robert Taylor, acteur aux États-Unis? Est-ce que là, d'une certaine manière, c'est quand même un contre-emploi assez radical pour lui? Il joue là une figure, j'allais dire, entièrement négative. D'abord, c'est un acteur remarquable, certainement sous-estimé. C'est un des grands acteurs hollywoodiens sous-estimés. On l'a complètement oublié. On l'a vilipendé pour des raisons qui ne sont pas tout à fait justes, parce qu'au moment de la chasse aux sorcières et de la liste noire, qui est une période sur laquelle on pourrait parler un jour à propos d'un autre film, qui est beaucoup plus ambigu que ce qu'on croit. C'est vrai qu'il était du côté des républicains. Il n'a jamais dénoncé personne, mais il était du côté des républicains, ça c'est évident. Bon. Et on lui en a beaucoup voulu, à cause de ça, on a, disons, dénommé, il y avait un grand bâtiment à l'intérieur du studio de la MGM qui était en son nom, on l'a dénommé parce que c'était complètement ridicule, comme ça on voulait démolir les statues. C'est au contraire un très très grand acteur, extrêmement varié, extrêmement. Et si vous prenez, regardez dans n'importe quel filmo, la liste du film de Taylor, vous êtes frappé par la qualité. C'est aussi bien celui qui joue face à Greta Garbo dans le roman de Marguerite Gauthier que celui qui joue dans Ivanhoe. C'est un très très bon comédien. Il joue aussi bien dans les westerns que dans les polars, notamment sur la trace du crime de Roy Roland, qui est un excellent film, que dans des films sociaux. C'est un très 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 grand comédien. Et là, en effet,
il est joué, on lui demande de jouer complètement à contre-emploi. Et rarement dans sa carrière, il a joué quelqu'un qui est aussi littéralement un salaud. C'est ça que vraiment on a habitué. Oui. Alors le film, d'ailleurs, il a eu des problèmes pendant le film, avant, avec le rôle de l'indienne. Et c'est pas très très clair, d'ailleurs, ce qui s'est pas. Enfin, bon, c'est un peu plus complexe que toujours que ce qu'on croit. Au départ, c'est Anne Bancroft, que nous connaissons dans d'autres films, naturellement, qui jouait le rôle de l'indienne. Et dans plusieurs plans, on la revoit d'ailleurs. On voit bien que c'est elle. Au moment où Robert Taylor attaque les Indiens pour récupérer les mules, il y a deux plans où on reconnaît effectivement Anne Bancroft. Et dans les autres plans, c'est pas toujours, en plus, les bras pachettes qui, dans les plans ailés, apparaissent sur des espèces de transparence. Ils sont d'ailleurs pas très réussis parce que ça n'a jamais été la spécialité de la MGM, les transparences. Donc, il y a eu au départ, manifestement, Anne Bancroft. Je pense qu'il y a eu quelqu'un entre Debra Paget, qui est là pour les gros plans, etc. Mais il y a eu une autre actrice, peut-être d'ailleurs pour les scènes d'extérieur, où comme ça on n'avait pas besoin de faire venir Debra Paget, on n'avait pas encore choisi Debra Paget. Et paraît-il, Anne Bancroft a été remplacée parce qu'elle est tombée de cheval. Il semblerait, c'est ce que Brooks ne m'a pas dit exactement ça, mais là-dessus il est un peu plus évasif. Il semblerait que Brooks l'ait forcé à faire pas une cascade, mais à aller un peu vite à cheval, qu'elle n'était pas une très bonne cavalière, elle est tombée, et assez gravement pour qu'on était obligé de la changer. Donc on n'est pas obligé d'attendre 8 jours, il a fallu la changer complètement de rôle. Stuart Ranger, je crois, dans une interview, dit que vraiment Brooks a été complètement responsable de ça. Bon, c'est un peu plus évasif. Donc, à ce moment-là, en 1956, au moment où Brooks a, je dirais, les moyens, la capacité de faire un film aussi osé, en même temps qu'il s'inscrit dans un genre cinématographique, évidemment le genre roi américain, quelle est la position de Brooks, je dirais, dans le système hollywoodien, et encore plus au sein de la Metro-Goldwyn-Mayer, où il a fait une quasi-totalité, en tout cas, il devient cinéaste à la Metro-Goldwyn-Mayer. Bon, Brooks, au départ, était un scénariste, a été un romancier. Je me permets d'ailleurs de vous conseiller de regarder Amazon et d'acheter son livre qui était paru dans Marabout il y a une cinquantaine d'années, qui s'appelle Le Producteur. C'est certainement l'un des 2 ou 3 livres les plus importants sur Hollywood. Admirable. Bon, il est devenu scénariste, ensuite il a fait la guerre dans le corps des Marines. Il a fait 3 romans, très très beaux, dont Le Producteur. De scénariste à metteur en scène, c'est un chemin souvent que l'on gravit à Hollywood. Il a suivi tous les tournages, de plus en plus intéressé, et il y a un moment où les scénaristes, quand ils ont beaucoup de talent, se disent après tout, pourquoi est-ce que je ne mettrais pas moi-même en scène mes films? À la MGM, il a bénéficié d'une ouverture d'esprit exceptionnelle, notamment grâce à Cary Grant, qui lui a permis de tourner Crisis, 4 consciences, qui est un film très curieux. Son premier film. Avec Cary Grant, Joseph Ferrer et Paula Raymond, qui est un film tout avec eux. Et il est resté à la MGM, mis à part une incursion en 1952 à la Fox, où il va tourner pour Humphrey Bogart, s'il venait diriger à la MGM, Les Masques, que nous diffusons probablement la semaine prochaine à la même heure, que je vous invite naturellement à voir, si vous ne l'avez pas vu. C'est un des plus beaux films sur la presse, sur la presse américaine. Ça fait. En dehors de ça, il a fait, on peut dire, tout le gros de sa carrière à la MGM, tant que la MGM a existé, avant que le studio ne se désagrège petit à petit. Et ses rapports avec les patrons du studio étaient d'ailleurs très curieux. Bon, moi, je m'intéresse personnellement beaucoup à la MGM, c'est un studio sur lequel je travaille, et quand j'ai rencontré Brooks,
je lui ai demandé comment était-ce de travailler avec Louis B. Meyer, qui était le patron de la MGM. Louis B. Meyer avait la renommée d'être un homme difficile. Et Brooks m'a dit, ah, c'était un homme terrible. C'était un homme terrible. Il aurait trahi tout le monde, sa famille, tout le monde, mais jamais pour l'argent. Jamais pour l'argent. C'était la seconde fortune des États-Unis après le patron General Motors. Vous voyez que c'était pas un intelligent. Et Brooks me disait que c'était uniquement pour le bien du film. Il pouvait se tromper, comme chacun d'entre nous peut se tromper dans sa vie, et produire un mauvais film, mais tout ce qu'il faisait, toute son action était faite uniquement pour assurer, à sa manière, la qualité des films. Et si je comprends, il y a une autre anecdote, ça c'est pas Ford qui me l'a raconté, je l'ai lu. Ford, quand il veut, mais c'est exactement la même chose, hein. Quand Ford veut tourner L'homme qui tue Liberty Valance, il va proposer à la Paramount le package. Le package, c'est Stewart, Jim Harvey, John Wayne, plus 4 ou 5 acteurs. C'est énorme. Et Ford raconte lui-même, j'ai mis 3 mois à essayer de convaincre les abrutis qui étaient à la tête de la Paramount. C'était des types qui étaient des lauréats des écoles de commerce américaines, alors qu'avec Zanuck, ça m'aurait bien déjeuné. Et on voit la différence. Et d'ailleurs, ce que m'a dit Brooks à propos de Louis B. Meyer, j'en ai parlé une fois, je n'ai pas rencontré des cinéastes, mais j'en ai parlé une fois avec Dassin. Je n'avais pas envie qu'on lui parle de la liste noire, il en avait marre. Et je lui ai dit, comment avez-vous travaillé avec Louis B. Meyer, des hommes Bassi, etc. Et quand je lui ai dit ce que m'avait raconté Brooks, il m'a dit, c'est exactement ça. Tout a été fait pour lui, pour assurer, avec la marge d'accord que nous avons tous, la qualité d'un film. Et ça se sent dans les 2 premiers films de Brooks. Et l'aisance qu'il a eue à la MGM lui a permis de s'attaquer à des sujets, en effet, brûlants. Juste avant la dernière chasse, c'est Blackpool Jungle, Graine de violence. Vous pouvez le voir aujourd'hui, Graine de violence, c'est tout aussi moderne que tout ce qui peut être tourné aujourd'hui sur le problème de l'éducation. Le film a posé beaucoup de problèmes, il a bien marché, ça a très bien marché, mais il a posé énormément de problèmes parce que subitement, on montrait les écoles américaines, enfin l'école américaine, sous un jour peut-être moins idyllique que ce qu'on va dire ridicule. On montrait la vérité, la difficulté qu'est l'enseignement, les problèmes raciaux à l'intérieur des écoles, comme ça. Et Brooks n'a jamais hésité à s'attaquer à ce type de problème. Quand il va tourner le Carnaval des dieux, Some Zero Value, avec Rockelson et Sidney Poitier, c'est un film qui est consacré au problème des Mormons et au racisme. Mais c'est un film qui, justement, cherche à comprendre pourquoi il y a des colonisateurs. Ce qu'ont fait ces colonisateurs, en revanche, il s'agit des Anglais, et pourquoi il y a une révolte telle que celle des Mormons. Et le personnage du noir que joue Sidney Poitier est un personnage justement très, très ambigu. Je ne vais pas faire un mauvais jeu de mots, c'est un film tout noir ou tout blanc, mais c'est un film dans ce domaine-là extrêmement intelligent. Et là, on est dans les années 50. Hein. C'est pas ces films souvent à la mode qui sortent aujourd'hui parce que, bon, de parler d'un truc ou d'un autre, c'est plus facile aujourd'hui. C'est beaucoup plus facile aujourd'hui. À l'époque, pas du tout. C'est ça, c'est que politiquement, les années 50 étaient des années très cadenassées, et en même temps, il a eu, lui, la possibilité de traiter des sujets audacieux en étant à la Metro-Goldwyn-Mayer, qui passait pour un studio, on pourrait dire plutôt conservateur, ou en tout cas, qui passait pour un... Qu'est-ce que c'était, vous qui êtes un historien de la MGM, en quelques mots, qu'est-ce que c'était la singularité de la Metro-Goldwyn-Mayer, qui était, de tous les studios hollywoodiens, le plus grand, c'est-à-dire le plus puissant, et en même temps qui avait, j'allais dire, une ligne pour l'essentiel de sa production, qu'on pourrait qualifier, avec tout le spectaculaire et les moyens de la MGM, routinière, ou en tout cas qui était aussi capable de produire, on allait dire, des films de consommation courante. Qu'est-ce que c'était la singularité ou la puissance de la MGM à ce moment-là? La MGM, c'était le plus grand studio. Alors on disait c'était le Tiffany studio,
l'un des slogans était qu'il y avait plus d'étoiles à la MGM que peut-être qu'il y en a dans le ciel, bon, etc. C'était une ville à l'intérieur de Culver City, qui est une des banlieues de Los Angeles. À la MGM, il vivait 5000 personnes en permanence. Alors ça c'est le soir, mais ils travaillaient à la MGM. C'était, on pourrait dire que c'était une grande famille, entre guillemets, parce que ça c'est des histoires, mais c'était des gens qui travaillaient ensemble, avec des patrons qui étaient des gens difficiles, mais en fait extrêmement ouverts. On en a des exemples. Freaks, vous connaissez tous Freaks, qui tourna en 1932. Freaks n'est pas un film indépendant. Donc le film de Todd Browning. Le film de Todd Browning, c'est pas un film indépendant, tourné par un tout petit studio et sorti dans un coin. C'est un film produit par la MGM, avec d'ailleurs, là aussi, une multitude de difficultés. Freaks, nous connaissons tous l'histoire, c'est l'histoire disons, d'être victime de malformations de nature, de naissance, qui se trouve une... Quand on a commencé, quand Irving Thalberg, qui était patron de la production à ce moment-là, a décidé avec Todd Browning de tourner le film, il y a eu comme toujours des délateurs qui ont prévenu les financiers de la côte Est, puisque le studio est à la côte Ouest, à Los Angeles, les financiers sont à New York sur la côte Est. Ils ont prévenu les financiers de la côte Est qu'il se tournait des choses pas bien dans le studio, qu'il y avait des espèces de créatures difformes qu'on voyait, qu'est-ce que c'était, à quoi le studio perdait son argent. Bon, à ce moment-là, les gens de la côte Est ont dit, en effet, qu'est-ce qui se passe? Bon, on a dû faire une espèce d'audit. Et au lieu que Louis B. Mayer, patron, et Irving Thalberg, directeur de la production, décident d'arrêter le film, ils ont décidé au contraire de continuer le film au milieu de nombreuses difficultés, parce que les propres, disons, collaborateurs du studio avaient beaucoup de difficultés en voyant à l'heure du déjeuner, dans la cantine du studio, les acteurs de Freaks. Alors ils acceptaient, si vous avez vu Freaks, il y a deux nains, un nain, femme et un homme. Alors ceux-là, on les acceptait parce que, bon, à la limite, de loin, on pouvait passer pour des enfants, c'était des êtres humains en réduction. Bon. En revanche, les autres personnes qui avaient dans Freaks, notamment Prince Radiant, qui n'a ni bras ni jambes et autres, à la cantine du studio, ça passait très très mal. Donc il a fallu ériger une espèce de palissade en bois pour séparer les acteurs de Freaks des autres. Mais le film a continué à être tourné. Il a bénéficié à sa sortie, ce qui est très étonnant, pratiquement de la même chance que tous les films de la MGM. Moi, j'ai un programme dans les films du circuit Lowe, le circuit de la MGM, dans lequel le film est annoncé exactement de la même manière qu'une comédie ou qu'un petit polar. Alors, il est évident qu'il a moins bien marché et que sa carrière a été plus rapide, parce que si les gens pouvaient être gênés quand ils ont vu la chasse, quand ils ne sont pas prévenus et qu'ils voient Freaks, alors là, ils sont vraiment sonnés, parce que ce n'est pas des figures maquillées comme Dracula ou Frankenstein, ce sont de véritables êtres humains victimes de malformations de naissance. C'est un film d'ailleurs qu'aujourd'hui, personne ne serait tourné. Personne. C'est ça, donc la MGM, c'est à la fois le studio, disons, d'Esther Williams, mais c'est aussi le studio de Freaks et de La Dernière Chance. La MGM, c'est d'abord, il fallait tourner en gros une cinquantaine de films par an. Parce qu'il y a 52 semaines, donc il faut alimenter les circuits de production. Donc, on tournait sans arrêt. On tournait tout. Il n'y a pas que des chefs-d'œuvre, il y a des gens particuliers qui allaient à la MGM, c'était la comédie musicale. La plupart des grandes comédies musicales, avec Julie Garland, Eugene Tegui, Fred Astaire, certaines des plus grandes, pas toutes, mais certaines des plus grandes, sont à la MGM. Le western n'était pas un des genres particulièrement prisés à la MGM, mais en revanche, le film noir, le policier et les grandes adaptations littéraires, ça, c'est
de David Copperfield, tout ce que vous voulez, c'est la spécialité de la MGM, où il y avait en effet John Crawford, Greta Garbo, Clark Gable, tout ce que vous pouvez imaginer de grands interprètes. Et tout ce monde-là travaillait ensemble, se voyait tous les jours, et ça allait jusqu'au département d'animation, où il y avait notamment Tessa Bray, et Michel, et les autres qui travaillaient. Tout le monde travaillait ensemble dans un système d'émulation qui existait un peu, au moindre, dans les autres studios, et pratiquement pas dans les autres pays. Parce que c'était un monde où tout se faisait sur place. Par exemple, à la MGM, moi j'avais rencontré le patron de la MGM à Paris, Lacoste, dans les fin des années 60, il me disait que la MGM pouvait tourner en autarcie complète pendant 5 mois. Autarcie, ça veut dire ne rien faire venir de l'extérieur, sauf la nourriture, naturellement. Tout le reste, pour les films, que ce soit les tissus pour les costumes, pour les décors, le bois, etc., tout était sur place. Quand d'ailleurs la MGM a été achetée par un brasseur d'affaires qui s'appelle Corker-Corian dans les années 70, à ce moment-là, Corker-Corian a dit que la MGM n'était pas destinée à être un studio de cinéma, mais une entreprise hôtelière. Il a vendu les terrains et il a vendu les stocks d'objets. Et les stocks d'objets, le catalogue de ces objets, il est comme ça. C'est des milliers, des dizaines de milliers d'objets qui vont de la robe de Greta Garbo au trench coat de Clark Gable jusqu'à des chariots de Bénure, au bateau de Showboat, etc. Vous avez tous les costumes, toutes les armes, toutes les lampes, et c'était le studio qui en plus achetait des choses originales. Quand par exemple ils ont tourné Marie-Antoinette avec Tyrone Power et Norman Shearer, ils ont fait venir d'Europe, de France, des dizaines, des centaines d'objets authentiques. Donc il y avait des fauteuils, des tables Louis XV, Louis XIV, exceptionnels à la MGM, de la même manière, quand ils ont tourné Antise avec Ingrid Bergman, ou le portrait d'Oriane Gray, d'Albert Lewin, ils ont fait venir du matériel, pas du matériel, mais des tableaux, des meubles, des victoriens, de toute beauté, qui étaient stockés, et qui ont été la plupart du temps bradés en 70 au cours de cette vente. On voit, quand on voit le catalogue de la vente, on repère ce qui était dans le Magicien d'Oz, dans Antise, dans le portrait d'Oriane Gray, avec Benedict Louis ou autre. C'est ça, c'est qu'on se rend compte, là, dans ce que vous décrivez, effectivement, non seulement un studio, mais presque un monde en soi, un monde à la fois autarcique, et un monde capable, comme ça, pendant au moins 30 ans, d'alimenter tout un circuit à raison d'un film par semaine en moyenne. Ce qui a tué le studio, ça a été l'application de la loi Sherman antitrust. Nous sommes à la fin des années 40, au début des années 50. Le gouvernement américain décide d'appliquer la loi Sherman antitrust à l'industrie cinématographique. Bon, la loi Sherman avait été avant appliquée à l'industrie aéronautique et à l'industrie automobile. Le principe de cette loi, c'est de casser le trust vertical. Le trust vertical, c'est production, distribution, exploitation. La Ford, par exemple, produisait des voitures, distribuait ces voitures, exploitait, vendait les garages, etc. Bon. On a décidé, par souci d'équité, de casser les trusts. Alors, moi, j'en sais rien, je ne sais pas ce qu'il fallait faire avec l'industrie aéronautique et automobile, c'est pas mon problème, je ne suis pas un économiste, j'en sais rien. En revanche, appliquer ça à l'industrie cinématographique, c'est une folie complète. Parce que ça voulait dire qu'on allait, au moment même où arrivait la télévision, il ne faut pas oublier, la télévision arrivait, les Américains avaient fait des efforts pour acheter un petit poste en noir et blanc, ils s'installaient devant, avoir n'importe quelle bêtise, mais ils préféraient avoir ça plutôt que de sortir au cinéma. Je crois que le cinéma a essayé de rivaliser un peu avec la télévision
en créant le cinémascope, cinérama et relief. C'est-à-dire en offrant quelque chose que théoriquement le petit écran ne pouvait pas offrir. Bon. Mais, donc, appliquer ça à l'industrie cinématographique, c'était terrible, parce que ça voulait dire qu'on allait priver les films de cinéma de leurs poumons, qui sont les salles de cinéma. Parce que l'avantage, c'est que quand la MGM produit Frix, en effet, c'est gonflé de produire Frix, mais ils sont sûrs en même temps que la distribution du film est faite par eux. Donc c'est pour donner au film tout le potentiel qu'il peut avoir. Et il va être exploité dans les salles du cercle Lobos, qui appartient à la MGM. Donc, là aussi, le film va avoir toutes les chances possibles. À partir du moment Et les recettes vont revenir au studio. À partir du moment où vous coupez la pointe névralgique, c'est la salle de cinéma, alors le studio et la télévision en même temps arrivent à ce moment-là. Alors ils ont réagi en arrêtant les contrats d'acteurs. Les acteurs souvent avaient des contrats très très longs, il faut être juste extrêmement juteux. Donc on a supprimé les contrats d'acteurs. On a viré le corps de ballet et les musiciens, qui coûtaient très cher aussi. Et à ce moment-là, on a vu le nombre de comédies musicales, d'ailleurs, qui a diminué. On n'a plus fait que des adaptations de Broadway, c'était pratiquement des emboîtes de spectacles de Broadway. Et on a viré le département d'animation. On s'est dit, c'est pas indispensable, dans un studio qui produit des films, d'avoir des dessins animés, on peut les acheter ailleurs. Et ça a provoqué le départ vers la télévision de Tex Avery et de William Hanna et Joseph Barbera, qui étaient les créateurs de Tom et Jerry. Alors, la force du studio, la force en même temps, l'énergie des gens qu'ils étaient, un peu la force financière, c'est que le studio, en fait, a tourné pratiquement en roue libre pendant 10-12 ans. C'est pas apparu aussi vite sur la production, mais ça arrivait tranquillement. Hein. C'était une catastrophe, et pas uniquement pour la MGM, catastrophe pour la Warner, pour la Paramount. C'était, sur un plan culturel, c'est une catastrophe, l'application de la Sherman. Sur un plan juridique, j'en sais rien. Tout à l'heure, Patrick, vous avez mentionné, vous avez parlé de John Ford, justement, pour expliquer le rapport au producteur. Peut-être aussi, pour situer La Dernière Chasse, et revenir au personnage de Robert Taylor, c'est-à-dire tout d'un coup l'avènement d'un personnage entièrement négatif, animé uniquement par la pulsion de mort, qui ne se sent vivre que quand il tue. On peut rappeler aussi qu'en 1956, il y a un autre western qui est La Prisonnière du désert, de John Ford, avec John Wayne, et que le personnage joué par John Wayne de Ethan Edwards est lui aussi un personnage terriblement ambivalent, terriblement, comment dire, travaillé de l'intérieur par des pulsions violentes. Tout ça pour dire qu'il y a à la fois dans le cinéma américain du milieu des années 50 certains cinéastes qui osent une vision du monde et de l'être et de l'âme humaine beaucoup moins manichéenne que d'ordinaire, et que d'autre part, cette figure de Robert Taylor dans La Dernière Chasse, et cette idée géniale qu'à la fin, il meurt fossilisé, évidemment, soit vous y avez pensé, soit vous vous êtes demandé, mais c'est évidemment une image qui a marqué Stanley Kubrick, puisque on peut penser que la fin de Shining et que le personnage tout entier de Jack Nicholson, qui lui aussi est un drôle de loustic, comment dire, on peut penser que la fin comme ça gelée de Nicholson à la fin de Shining est peut-être une rémanence ou un souvenir de La Dernière Chasse. C'est possible. Et dans La Dernière Chasse, d'ailleurs, c'est beaucoup plus fort que s'il était tué par Stuart Granger. En fait, il meurt complètement fou dans cette... en croyant voir des bisons partout, en tirant la tour, en se mettant à l'intérieur d'un bison, vous finissez même par se demander si le bison chaud dans lequel il se met, ce que faisaient les Indiens pour avoir chaud, en effet, est vrai. Ou non, si c'est pas une créature de son subconscient. Mais c'est-à-dire qu'effectivement, il fait corps avec le bison, c'est-à-dire d'une certaine manière, il accomplit son désir, et en même temps, on voit bien que la nature qu'il a maltraité se venge. Il meurt d'un bison. Il meurt d'un bison, et la nature, le froid, l'élimine ou le fossilise, comme s'il était vraiment
une trace d'un passé dont les États-Unis essayent de se débarrasser, quoi. Quelque chose qui n'en finit pas de revenir en même temps. Alors, quand vous disiez, juste par rapport à Robert Taylor, vous disiez le personnage, ce qui est vrai que, ce qui est très frappant dans le film aussi, c'est à quel point Richard Brooks, tout en faisant un western, ne fait pas un western spectaculaire. En sorte, il est spectaculaire, c'est un western épique, et en même temps, les figures de style habituelles du western n'y sont pas. On s'attend pendant tout le film au duel entre Robert Taylor et Stewart Granger, et ce duel ne vient jamais. Et c'est un western où il y a des Indiens, mais il n'y a pas de chevauchés. C'est des Indiens parce qu'ils n'existent déjà plus. C'est la fin du génocide. Ils sont plus rien. Il y a quelques pénibles gens. Alors le film est produit par Dore Schary, qui avait remplacé, qui était à la tête de la MGM à ce moment-là, puisque Louis B. Mayer a toujours cherché, depuis la mort d'Irving Thalberg. Thalberg est mort en 1936, et Louis B. Mayer cherchait à avoir un directeur de la production. C'est le cas pour l'été. Il avait engagé Arthur Freed pour faire des comédies musicales. Ça avait commencé avec Le Magicien d'Oz et ça s'est continué avec des films aussi prestigieux, Chansons sous la pluie, Tous en scène, bon, la plupart des très grandes comédies musicales de l'histoire du cinéma. Mais il avait besoin de quelqu'un d'autre. Et il a décidé de faire appel à Dore Schary, qui était un producteur à la RKO, qui était lui-même un scénariste, qui avait travaillé comme scénariste à la MGM. Le problème, c'est que Dore Schary n'avait pas du tout les mêmes idées sur Louis B. Mayer. Louis B. Mayer, c'est vrai, comme vous disiez, un studio plutôt, non pas conventionnel, mais conservateur. Bon, il était plutôt conservateur, tandis que Dore Schary était un ami d'Adlai Stevenson, qui a été un des rivaux malheureux à la présidence des États-Unis. Comme ça que, disons, pour schématiser, parce qu'en France, on dira de gauche, quoi. Et, bon, ils ne sont pas bien entendus, et les gens, les financiers de la côte Est, qui avaient envie de se débarrasser de Louis B. Mayer, en ont profité pour opposer l'un à l'autre. Finalement, Mayer a démissionné. Dore Schary s'est trouvé à la tête du studio avec une volonté de faire des films engagés, entre guillemets, des films sociaux. Comme ça, qu'en effet, on va produire des films sur l'immigration clandestine, des films sur le problème des banlieues, sur le problème de l'école avec le train de violence. En fait, donc des films à tendance sociale. Et la dernière chasse, c'est l'un des derniers films qu'il produira, parce qu'ensuite, à la suite d'un des nombreux mouvements d'action du studio, d'action financière, enfin, il partira lui aussi, parce que la MGM a été victime sans arrêt de changements de management qui ont été de plus en plus épouvantables, jusqu'à l'arrivée de Kerkorian, paraît-il, qui était une canaille, et maintenant il reste pratiquement plus rien du studio. De toute façon, tout ce qui était dans le studio a été vendu, tout le terrain a été vendu, il ne reste plus que le logo MGM et la figure de Jackie de Lyon. C'est tout. Le reste, c'est plus, non, c'est plus rien. Malheureusement, c'est un studio qui a été vidé de sa substance. Alors il produit vaguement de temps en temps James Bond, on sortira un de quelques jours, ils ont racheté la franchise de la United Artists. Bon, le studio n'existe plus, en fait. On considère qu'il n'existe plus depuis la vente en 1964 de tout ce qui existait dans le studio. Peut-être, sauf si vous voulez ajouter quelque chose par rapport au film dont on n'aurait peut-être pas parlé, mais ou alors on va continuer. Le film, c'est suffit à lui-même. On voit à quel point c'est un film douloureux, à quel point c'est le film d'un très très grand cinéaste, d'un très grand auteur. Je suis d'ailleurs très heureux que la Cinémathèque rende hommage à Brooks, qui est un homme qu'on avait que trop tendance à oublier. Évidemment, il ne tourne plus. Alors, ces films ne sortent pas, il n'y a pas de cocktail, il n'y a pas de tapis rouge. Et on oublie vite les gens, on oublie vite à quel point ça a été un auteur prestigieux, un homme qui n'hésitait pas à adapter
Fitzgerald, Dostoevsky, Tennessee Williams, Truman Capote, Sinclair Lewis. C'était quelqu'un de très 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 grand. Et j'étais très content, j'avoue, de le rencontrer tardivement. Quand j'ai fait mon livre sur Brooks, j'étais très content de pouvoir le rencontrer à 3 reprises. Il avait toujours énormément de projets. Il n'a plus pu en concrétiser un seul, mais il était comme, pas battu, mais il était comme ce film. Ce qui tournait. C'est ça qui est souvent frappant avec les cinéastes américains ou avec son ami Samuel Fuller, on a l'impression que c'est la même chose, c'est que ce qui frappe souvent et ce qui nous fascine, nous, entre autres dans cette période-là, c'est l'incroyable énergie dont ces cinéastes étaient capables et qu'ils manifestaient. Richard Brooks, on a le sentiment que c'est quelqu'un qui ne se fatiguait jamais, non seulement de faire des films, d'avoir des projets, d'avoir une certaine vision. Il était porté par une forme d'idéalisme, mais il avait une santé, une énergie absolue qui se manifeste aussi dans les films. Moi, quand je l'ai vu peut-être en 65 ou 66. Bon, il était assez amoindri. Lui, qu'on voyait tout le temps en train de fumer, il n'avait plus le droit de fumer, et plus le droit de manger. Vous voulez dire en 86, quand vous l'avez vu, donc Non, dès les années 60. Il pouvait. Non, 86, pardon. Oui, 86. Il ne pouvait plus fumer, il ne pouvait plus manger de viande, parce qu'il aimait beaucoup la viande, parce qu'il m'avait. Et, bon, on avait l'impression très triste qu'il ne tournerait jamais. En revanche, il était persuadé qu'il allait tourner à la condition humaine. C'est exactement ça. Mais on sentait qu'en même temps, les gens à Hollywood, il n'y aura plus personne pour mettre $1 sur lui. À ce moment-là, le cinéma a changé complètement. On était parti dans les univers galactiques. Puis ce type de cinéaste n'intéressait plus personne. Samuel Fuller, dont vous parliez très justement, était réduit à venir en France tourner des bêtises. Robert Aldrich, lui, parvenait encore à tourner à peu près. Et quand on voit l'état, tout ça parce qu'il n'y a plus de producteurs. Je regarde où on en est dans 5 minutes. Le producteur, dans le studio, si vous voulez, reprenons la deuxième 30 secondes. Vous avez le patron, plutôt, c'est Louis Bémédel, et les financiers. Au-dessous, vous avez les producteurs. Les producteurs sont en fait les espèces de, comment dire, de nœuds de passage entre le patron et le réalisateur. Le studio analysait, en gros, il y avait un département pour ça, tous les livres qui sortaient, toutes les pièces qui se jouaient. Et les livres, en avance, ils avaient des épreuves avant. À ce moment-là, ils faisaient, les lecteurs faisaient des fiches, une page et demie, qui étaient envoyées aux producteurs. Et les producteurs, donc, c'était des gens extrêmement intelligents. Trop souvent, on imagine le producteur américain comme un gros mec avec un gros cigare, chauve, et en train de cavaler après des starlettes, peut-être qu'il faisait ça, mais en même temps, c'était des gens très intelligents qui étaient capables de se dire tel sujet, c'est pour un tel ou pour un tel. On a un exemple parfait avec Minelli. Minelli est certainement, vous le savez comme moi, l'un des plus grands auteurs du cinéma américain. Quelqu'un qui, pendant toute sa carrière, a suivi notamment 2 grands thèmes. L'un des thèmes, c'était les rapports entre le rêve et la réalité, et l'autre, thème qui n'est pas si loin, le créateur, victime de la société dans laquelle il est. Minelli, au cours d'une interview, a dit, moi, j'ai tourné tout ce qu'on m'a donné à tourner. Quand vous réfléchissez ça, vous dites que c'est la politique. Vous n'étiez pas d'idée. Il tourne tout ce qu'on lui donne à tourner. Mais si vous reprenez la carrière de Minelli, c'est quoi? On ne va pas prendre tous les films. Il y a les autres, mais on prend les ensorcelés, quoi. Espèce de producteur despote, qui finit par comprendre qu'il n'est pas du tout capable d'être un réalisateur. C'est un producteur, pas un réalisateur. Vous avez qui? Vincent Van Gogh,
qui a vendu qu'un tableau de son vivant. Vous avez, dans Madame Bovary, à la fois Madame Bovary, absolument à contre-temps de son époque, et Flaubert, à contre-temps de son époque, puisqu'il est déféré devant les tribunaux, et qu'on voit dans le film James Mason jouer le rôle de Flaubert. Bon, je peux continuer comme ça, Brigadoun, deux univers parallèles, etc., mais l'univers, tout ce que vous voulez. C'est-à-dire que comme ces producteurs, qui s'appelaient Arthur Fried, François Berman, Laurence Van Garten, tout ce que vous voulez, voyez un sujet comme Brigadoun. Qu'est-ce que c'est Brigadoun? C'est, on se passe en Écosse, il y a un village écossais qui revit une fois tous les 100 ans. Ah mais une fois tous les 100 ans, ça c'est le rapport entre le rêve et la réalité, c'est pour Mignelli. On ne va pas le proposer à John Ford, on ne va pas le proposer à un type qui fait des westerns ou à un type qui fait des polars. Si Van Gogh, en effet, alors là, incompris de son temps, il va, qu'il soit en Hollande ou dans le milieu de la France, personne ne comprend, il ne comprend rien, etc., malheureux, c'est exactement un sujet pour lui. Et on comprend donc parfaitement qu'à l'intérieur d'un studio comme la MGM, parce que Mignelli a pratiquement tourné uniquement pour la MGM, le type pouvait rester fidèle à ses thèmes les plus précis. C'était vraiment ces thèmes d'auteur à l'intérieur d'un grand studio. Grâce aux producteurs. Grâce aux producteurs, ce qui naturellement aujourd'hui est impossible. Parce qu'il y avait des gens qui étaient des producteurs éclairés. Alors il fallait naturellement avec les marges, ça ne pas non plus raconter des blagues, pas uniquement chez les bisounours, vous mettez des marches. Mais il y avait cette espèce de volonté et surtout cette espèce d'intelligence et de rapport qui n'étaient pas des rapports conflictuels entre le producteur et le metteur en scène. C'était des rapports d'amitié, n'exagérons pas, mais c'était des rapports de confiance. Les producteurs avaient confiance dans le réalisateur. Le réalisateur est la même chose. Rapport de travail et de confiance. Rapport de travail. Et puis, il fallait se mettre au boulot, travailler, à l'intérieur du studio. Et à l'intérieur du studio, ce qui est très frappant, c'est le travail qui était fait en amont, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, pour un film standard, si vous voulez, pour les films très chers, c'est encore plus important, pour les films standards, on faisait des dizaines d'esquisses, de maquettes, ou au charbon de bois, ou en couleur, c'était souvent du véritable tableau, pour donner le look qu'allait avoir le film. Et j'ai un exemple très classique que je peux vous donner. Quand on a voulu tourner, on a tourné Roméo et Juliette, le film de Cukor, avec Alex Gurwald et Norma Shearer. C'était Cukor qui devait réaliser. À ce moment-là, il y a eu 3 gros books, je sais parce que je les ai vus, 3 gros books, comme ça, faits par 3 dessinateurs, illustrateurs différents. C'est pas signé. Le style est tout à fait différent. L'un des books, c'est dans un style art déco. L'autre, dans un style pyrénéen, vous voyez, très, très charbonneux. Et le troisième, c'est celui qui a été finalement choisi, donc on sait qui c'est Oliver Messel. Donc, il a dû se passer dans une pièce de la MGM, on a mis les esquisses sur les murs, sur 3 grands murs. On a fait venir Albert, directeur de la production, Cukor, réalisateur, William Daniel, chef opérateur, Cédric Guibon, directeur artistique, pour choisir quel était le look qu'on allait donner au film. Est-ce qu'on va lui donner un look art déco? Est-ce qu'on va lui donner un look péranaise? Ou est-ce qu'on va lui donner ce look, disons plus peut-être en scène, pour schématiser le look de Oliver Messel? À ce moment-là, on a choisi Oliver Messel, et tout le film a été fait dans ce style-là. On voit le travail exceptionnel qui est fait en amont. Alors, il était parfois fait dans d'autres studios, mais en mineur, et il était fait uniquement à l'étranger, dans des studios très importants comme la Bouffa et autres, mais par exemple en France, jamais à ce point-là. En France, on pouvait faire quelques esquisses, mais rarement. C'était le début des storyboards. Il y a des films dont certaines scènes étaient entièrement storyboardées. Entièrement. Non pas pour embêter le réalisateur, mais pour lui donner une espèce de look que quelqu'un d'intelligent, c'était un artiste, un peintre, voyait quand il avait lu le scénario.
En fait, c'est ça qui nous a toujours fasciné et qui nous fascine aussi dans le système hollywoodien des studios et en particulier dans celui de la MGM, c'est que tel que vous le décrivez, cette organisation, ce qui est fascinant, c'est que tout d'un coup, c'est l'industrie qui se met à avoir du génie. Ouais, vraiment. Et sauf quand par exemple Coppola fait Tucker, on n'imagine pas que l'industrie, dans ce qu'elle a de massif et de standardisé, puisse avoir du génie. Et là, tout d'un coup, effectivement, la MGM, c'est une industrie qui a du génie. Et c'était des collaborateurs exceptionnels. Par exemple, il y avait un maîtreur. Le maîtreur, il était capable. On lui donnait un scénario, on portait le scénario chez lui, et il pouvait, donc il disait un scénario. Un scénario, c'est pas toujours évident. Hein. Et il pouvait, à 30 secondes près, donner le minutage qu'allait avoir le film. Ce qui était extrêmement important. Parce que ça allait éviter, comme on fait maintenant si souvent, de tourner 1 heure de plus, ou 1 heure et demie de plus, surtout quand on sait ce que coûte la minute, pour ensuite le foutre en l'air. On tournait en fait efficacement. On savait combien ça allait durer. Et si le maîtreur disait le film va durer 2h30, quelqu'un va intervenir avant, au lieu d'intervenir après, en disant c'est pas la peine de dire ça s'arrangera la mise en scène et ça s'arrangera au montage, on va l'arranger avant. C'était beaucoup plus intelligent. Un autre exemple que je vous donne, c'était pas la MGM, et c'est pareil, Mankiewicz. Quand Mankiewicz doit tourner chaîne conjugale, vous connaissez l'histoire de chaîne conjugale, une femme, le monde qui est réparti avec bon, etc. Au départ, le roman, il y a 5 couples. 5 couples. Mankiewicz, qui est très intelligent, se dit 5 couples, c'est tout de même beaucoup. On va s'éparpiller dans le film. Le film va durer 1h40, 1h45. On va choisir que 4. Zanuck est producteur, à force. Zanuck, le vendredi, voit Mankiewicz, qui lui donne le scénario. Zanuck part chez lui avec le scénario. Zanuck est lui-même un scénariste, sous le pseudonyme de Mark Canfield. Zanuck relit le scénario et dit il y a un problème qui ne va pas. 4, c'est pas bon. C'est pas un bon chiffre, ça n'a jamais été un bon chiffre. Et puis en plus, ils sont encore trop nombreux. Ça fait 4 femmes, 4 hommes, et c'est bon. On va réduire à 3, parce que 3 c'est formidable comme chiffre. Très bon chiffre, 3. Mais en revanche, dans l'un des personnages, l'un des couples a des trucs qui sont pas mal. Donc on va piquer les trucs pas mal et on va les rejeter dans l'un des couples ou dans les 3 couples. Pas. Le lundi, quand Mankiewicz, je lui vois ce qu'on va faire. C'est formidable, etc. Au lieu que le Mankiewicz dise, mais attendez, Zanuck, vous, ignoble marchand de tapis, fumeur de gros cigares, vous allez me donner des conseils à moi qui fait un propre secret. Je considère que c'est pas bien le film qu'on dit les choses. C'est pas pour l'embêter. En effet, tel qu'on voit le film maintenant, on ne voit pas comment il va plus en avoir 4 et qu'il faudra avoir 5. Et ça, c'est le principe de base hollywoodien. Alors, à la MGM, poussé peut-être à sa perfection, mais je pourrais vous parler de la force et vous dire la même chose. On va momentanément s'arrêter là. On va continuer à la librairie. Et surtout, on aura d'autres explications sur Richard Brooks la semaine prochaine, avec donc Bal et Masques. Ne manquez pas Bal et Masques, c'est vraiment un film. Voilà. C'est vrai que c'est un film incroyable. Absolument énorme. Rarement on a parlé de la liberté de la presse en pleine période macartiste. Il ne faut pas oublier. C'est pour à quel point le cinéma hollywoodien à ce moment-là était beaucoup moins sous contrôle qu'on a bien pour nous dire aussi. Ça, on pourra en parler de l'histoire. Voilà, le teaser est fait. 1000 merci Patrick Brion. Ça me fait plaisir de partir dans la tête. Il est de la maison. Il m'a oublié,